Ça fait toujours classe de sortir un livre, hein. Quand on est politicien, ça donne une certaine prestance, ça donne une impression finalement que, vous savez, on est érudit. Le problème, c'est que pour écrire un livre, il faut avoir des idées. Donc on est obligé de se dévoiler un petit peu. Et visiblement, eh bien, c'est le cas d'un certain ministre français qui n'a pas hésité à faire, voilà, hein, un petit parler des juifs. Et vous savez qu'en général, quand quelqu'un parle des juifs, ça tourne mal, hein, comme on dit. Ça tourne mal. On va voir ça tout de suite. C'est un article de Mediapart. Napoléon et les juifs, encagés, encadrés, intégrés. Gérald Darmanin prône une politique envers les citoyens musulmans et assume de la calquer sur l'approche régressive de Napoléon à l'égard de ses sujets juifs que l'empereur entendait mater sous couvert d'intégration, comme l'a démontré Pierre Birnbaum. Alors, il faut savoir juste, je le dis quand même, mais en histoire, Napoléon est très fort décrié parce que, notamment, on sait qu'en France, mais aussi en Belgique quand même, beaucoup, Napoléon est beaucoup mis en avant, et beaucoup mis en avant de manière positive, hein, comme si c'était un peu un grand homme, quoi. Vous savez, un homme sur qui on devrait prendre exemple, etc. Et en fait, en histoire, c'est une des choses pour lesquelles on nous remet en question, en fait. C'est que Napoléon, c'était quand même un empereur. Un empereur, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'il voilà, ce n'est pas un démocrate, on pourrait le dire comme ça. C'est un homme qui a essayé de conquérir le monde, donc est-ce qu'il vaut mieux qu'Hitler ou pas? Hitler, il a fait un génocide, mais voilà, Napoléon, c'était pas non plus un joli cœur. Enfin, c'était pas juste un enfant de cœur, pardon, et un joli cœur. C'est un homme qui a quand même capturé, c'est quand même la France est passée d'une démocratie à une dictature à cause de Napoléon. Et bon, je vous rappelle qu'empereur, ça signifie aussi qu'il est considéré comme un dieu. Donc, bah voilà quoi, on est aussi passé d'un état qui était revenu à un certain laïcisme, une certaine laïcité, je crois qu'on dit plutôt comme ça, à une religion basée sur un homme. Bon. Gérald Darmanin prône une politique avec les citoyens musulmans et assume de la calquer sur l'approche régressive de Napoléon à l'égard de ses sujets juifs, que l'empereur entendait mater sous couvert d'intégration. Ah oui, mais j'avais déjà lu ça. Dans un corpuscule de 96 pages, Le séparatisme islamiste, édition de l'Observatoire, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, revient sur une idée force qu'il poursuit depuis un lustre, que l'État impose aux musulmans ce que Napoléon a imposé aux juifs. L'histoire des juifs est une histoire extrêmement intéressante, parce que notamment, moi j'avais appris, on en rigolait, bon, parce que vous savez, il faut bien rire parfois des drames aussi. On en rigolait un peu en histoire parce qu'en fait, les juifs étaient détestés pour des raisons politiques de base. Parce que toutes les religions interdisaient de manipuler de l'argent de manière trop explicite, on va dire, en dehors de ses besoins, alors que la religion juive permettait, elle, de faire des échanges. Et c'est de là que vient la fameuse légende « les juifs aiment l'argent ». Et donc, évidemment, les différentes religions et les différents, parfois, représentants de ces religions voyaient d'un très 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 mauvais œil le fait que, du coup, évidemment, vu qu'il n'y a que eux qui pouvaient manipuler l'argent, notamment c'est eux qui s'occupaient beaucoup des bureaux de change, du coup, les personnes de religion juive. Et du coup, puisque en même temps, il n'y avait que eux qui pouvaient le faire, vous voyez? Parce que les autres, ils étaient catholiques, le protestantisme n'existait pas encore à l'époque, donc il n'y avait pas le choix. Donc à la fois, on avait besoin d'eux, et en même temps, on les détestait parce que du coup, ils se faisaient pas mal d'argent finalement, puisqu'ils étaient dans les bureaux de change, et donc du coup, c'est eux aussi qui choisissaient un petit peu l'échange. Et bon, vous connaissez l'être humain de manière générale, hein. L'être humain, il aime bien, c'est un peu, c'est le capitalisme aussi, hein, qui aura toujours été présent dans l'histoire de l'humanité, tout comme le communisme, hein, le socialisme plutôt, hein. Du coup, évidemment, eux, ils essayent de voilà, comme tout commerce, ils essayent de gagner un maximum d'argent. Et du coup, il y en a qui voyaient ça d'un mauvais œil parce que souvent, du coup, les personnes qui étaient dans les bureaux de change et qui étaient donc de confession juive, eh bien, gagnaient beaucoup d'argent. Voilà. Et de là est partie les fameuses légendes
sur cette partie de la population, et sachant qu'en plus, c'était une minorité, et que notamment les rois, que ce soit d'Europe, hein, tout simplement, les rois d'Europe étant eux-mêmes aimant garder le pouvoir, quand il y avait un problème, c'était souvent du coup eux qu'on pointait, puisqu'ils étaient de toute façon une minorité, et que du coup, étant une minorité, c'est facile. Vous dites à la majorité, bah c'est leur faute, ils les tapent, ils se défoulent, et puis hop, on revient à un truc normal, quoi. Et du coup, bon, on en rigolait évidemment, vous savez, enfin, je vous dis, il faut bien rire un peu des drames de l'histoire, hein, mais c'est vrai que du coup, les Juifs ont été souvent persécutés dû au fait qu'ils étaient en minorité et dû au fait qu'ils pouvaient, contrairement à d'autres religions, manipuler l'argent, et donc ça a créé un peu des jalousies et des dissensions. Et évidemment, ça s'est poursuivi, vous avez vu à travers l'histoire, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où à un moment donné, on s'est dit, bon, là, il y a carrément des gens qui ont voulu exterminer les Juifs, il faudrait peut-être commencer à vouloir arrêter. Et donc, c'est pour ça que la Deuxième Guerre mondiale, c'est après Napoléon, donc c'est un peu tendu de parler de Napoléon et de dire « je veux faire comme lui ». Parce qu'il faut pas croire que Napoléon, il était plus sympa avec les Juifs qu'un gars au Moyen-Âge, en fait. Non, la pensée n'avait pas forcément énormément évolué à l'époque. La Ve République, tout comme le Consulat puis l'Empire, en dépit des fulgurances parfois agitées au sommet, reste marqué par l'esprit de caserne qui n'aime toujours avoir qu'une seule tête. Au diable la diversité, la complexité, l'altérité. Seule règne une conception réductrice de la citoyenneté. Intégrer, c'est obliger à se renier. Être intégré, c'est se soumettre, c'est être maté, c'est accepter le principe d'une fusion-acquisition d'ordre politique. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, au nom de grands idéaux nationaux, en un pays qui jamais ne saurait se satisfaire de la moindre mosaïque de communautés juxtaposées. Les protestants sous la monarchie absolue, les juifs sous l'Empire et dorénavant les musulmans sous la République, 5e du nom. Et on peut parler des protestants sous la monarchie absolue, mais on peut parler évidemment des différentes religions, hein, même si par exemple l'Empire romain était relativement ouvert aux différentes religions, pour le coup, ouvert, mais faut pas déconner, hein, si les religions pouvaient créer des problèmes, des dissensions au sein des différentes communautés, eh bien non, mais on les virait ou on les butait, hein, il faut pas... D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a été mis sur la croix, c'est parce qu'on a vu une religion qui montait et qui commençait à poser problème parce qu'on se disait qu'il pouvait être trop puissant. Et c'est pour ça qu'on a essayé de le tuer. Au final, ça aurait fait pire que bien, mais... mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Or, si les dragonnades Louis XIV et la révocation de l'édit de Nantes sont unanimement condamnées par le tribunal de l'histoire, il n'en va pas de même de la brutalité discriminatoire de Napoléon à l'égard des Juifs. Là où Jaurès distinguait une contre-révolution césarienne, le roman national veut voir dans l'épisode napoléonien la continuation de la révolution par d'autres moyens. En particulier en ce qui concerne l'organisation du judaïsme français en 1806-1808, qui serait la poursuite de l'émancipation de septembre 1791, visant à faire rentrer les Juifs dans cette famille universelle qui doit établir la fraternité entre tous les peuples, l'abbé Grégoire. Et ce, alors en dépit de l'avertissement d'un futur montagnard, le député d'Alsace Jean-François Rebelle, qui s'était... Rebelle, c'est un rebelle... Désolé. Qui s'était époumoné, les Juifs se sont réunis pour exister en corps de nation séparés des Français. Ils ont un rôle distinct, ils n'ont jamais joui de la possession d'états de citoyens actifs. Discussion relative à la possession d'états réclamés par les Juifs, établie à Bordeaux lors de la séance du 28 janvier 1790, à lire ici. Alors, des trucs comme ça, on les entend depuis très très longtemps, hein. C'est depuis le nationalisme qu'on entend comme ça des rôles, mais même avant le nationalisme, hein, je veux dire... Les hommes ont aimé se séparer et se montrer différents les uns des autres, et plutôt que de se monter vers le haut, ils préfèrent dire que les autres ne font pas d'efforts. Voilà. C'est un truc extrêmement triste. Et j'avoue que moi, personnellement, concernant les religions, pourquoi je les respecte toutes? Parce qu'en fait, j'estime qu'on s'en fout royalement. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est éventuellement les différentes actions des personnes et aussi leurs pensées, en fait. Mais leur pensée dans le sens, pas justement, ah ben tu crois en Dieu, du coup ta pensée elle vaut rien, c'est pas ça. Pour moi, c'est le fond de la pensée qui est intéressant, et le fait de voir justement, pour moi, quelqu'un de fanatique, comme on a parlé dans la vidéo, du coup, l'autre vidéo d'aujourd'hui, quelqu'un de fanatique n'aura pas des pensées intéressantes parce qu'elles ne seront pas profondes, mais quelqu'un de fanatique, je veux dire, si j'invente, voilà, j'invente la religion de la tasse, d'accord ?
c'est complètement bullshit. Je sais que c'est bullshit. Je sais que je le fais juste pour avoir de la puissance, d'accord? Donc moi, je crée un dieu, mais pour profiter des gens, d'accord? Donc je parle d'aucune religion ici, hein. Je parle vraiment, moi, qui crée un truc, ok? Je crée un concept qui intéresse les gens. Mais, enfin, le fait d'attirer des gens et de les fanatiser, c'est... Enfin, justement, c'est si simple. Ce sera du bullshit et on va pas commencer à arrêter tous les gens qui ont des tasses. Ça n'a aucun sens. Si, parce qu'il y aura forcément des gens, du coup, je suppose, qui pourraient croire en cette religion de la tasse en se disant bon, ok, j'y crois, mais je vais pas m'y impliquer à 2000%, quoi. Je vais peut-être juste mettre une tasse dans mon salon et de temps en temps la saluer. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, quelqu'un qui est comme ça n'est pas du tout le même que quelqu'un qui va par contre mettre des tasses partout chez lui et venir à mes pieds me baiser les pieds parce que, bah, trop bien, quoi. Donc voilà, c'est un peu... j'avoue que ça m'a toujours un peu surpris, les gens qui comme ça sont anti une religion. Enfin, il faut pas... Voilà, parce qu'alors à ce moment-là, on peut être contre l'extrême droite parce qu'il y a des dérives d'extrême droite, on peut être contre l'extrême gauche parce qu'il y a eu des dérives d'extrême gauche, mais alors du coup, on peut être aussi contre la droite parce qu'il y a des dérives de droite, contre la gauche parce qu'il y a des dérives de gauche, et contre le centrisme parce qu'il y a des gens qui sont capables de se foutre de tout. Bah voilà, et voilà. Et là, vous pouvez mettre tout le monde en prison, c'est bon. Donc voilà, c'est un truc un peu, je trouve, problématique. Une quinzaine d'années plus tard, c'est au prétexte de grondements judéophobes montés d'Alsace, où vivent la moitié des 40 000 juifs de France, que Napoléon allait façonner des institutions consistoriales relevant davantage de la défiance d'un despote que du libéralisme d'un réformateur éclairé. Telle est la démonstration du maître-livre de l'historien et sociologue Pierre Birnbaum, L'Aigle et la synagogue, Napoléon, les Juifs et l'État. L'auteur y écrit « 1806-1808, la France redevient catholique et aristocratique, une monarchie chrétienne s'appuyant sur une noblesse titrée, revêtue d'uniformes chamarrés. De leur côté, les Juifs, durant cette même brève période, qui marque un profond tournant régressif de la France révolutionnaire et républicaine, se voient au contraire progressivement rejetés, leur citoyenneté acquise en septembre 1791, leur étant implicitement retirée. Ils redeviennent l'autre, quasiment l'étranger, qui relève, comme auparavant, de lois particulières. » En dépit du mythe napoléonien, qui connaît de nouveaux feux en 2021 à l'occasion du bicentenaire de la mort à Sainte-Hélène du tyran glorifié, et moi ce tyran glorifié c'est vraiment important, parce que dans les écoles on le souligne pas assez que c'était un tyran. Hein. On est un peu en mode, bah non ça va, il était sympa Napoléon, il a fait que le français se parle dans toute l'Europe, mais non mais c'était un tyran les gars. Il faut un peu avoir du recul, toujours du recul, et avant de... Voilà, glorifier, c'est toujours dangereux, je pense, mais c'est vrai qu'avant de soulever des points positifs de quelqu'un, il faut aussi voir la réalité, l'autre façade, et pas se fanatiser justement et mettre des œillères et se dire « bah non, c'était un mec parfait ». Ben, pas du tout, loin de là, c'était un empereur. Hein. L'empereur très chrétien avait instauré avec succès une sorte d'osmose entre le catholicisme, restauré par ses soins, et le culte organisé autour de son auguste personne. Dans un tel paysage politique et mental, les juifs n'avaient de place qu'imposés d'en haut pour servir d'exemple. Napoléon prétend faire d'eux des Français, ils sont pourtant censés l'être depuis 1791. S'ils ne le sont pas encore, le seront-ils un jour? Et à quelles conditions? Pierre Birnbaum, dans des pages qui ne sont pas sans faire écho à la perception actuelle des musulmans, détaille comment les juifs sont alors considérés, telle une cinquième colonne de l'Orient inquiétant, prompte à saper, débiliter, avilir le mode de vie occidental, européen, français. Les femmes juives copient les usages des Maures, remarquait en 1787 l'abbé Grégoire. Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs. Donc les Maures, c'était une civilisation d'Afrique du Nord hein, qui avait notamment envahi l'Espagne pendant tout un temps. En 1806, et qui était du coup évidemment musulmane, il me semble. En tout cas, arabe. Parce que je vous avoue que je suis pas hyper fort en l'histoire des religions, mais... En 1806, le contre-révolutionnaire Louis de Bonald s'effraie d'un grand remplacement avant la lettre en pointant, de la part de ces populations nomades, sauf frontières et migrantes, une marche d'Asie vers l'Europe sur les Juifs. Le judaïsme apparaît incompatible avec la modernité d'un point de vue philosophique comme politique pour être cramponné à de vieilles croyances, de vieux usages et de vieux grimoires. Voilà. Et ça, ça vous pouvez le faire avec n'importe qui. Hein. Je peux vous dire que vous allez entendre, voilà, prenez un mec de Daesh, hein, un connard là, et vous lui dites simplement, voilà comment tu vois un occidental,
bah, vous allez voir qu'il va vous parler d'un occidental, comme certains chez nous, d'extrême droite, voient, je sais pas, que ce soit les juifs ou les musulmans, hein. Vous verrez, hein, c'est exactement le même combat, hein. Donc vraiment, faut faire vraiment attention avant de causer, de mettre des étiquettes, parce que n'oubliez pas que plus vous allez faucher des stéréotypes sur une partie de personnes, vous voyez, donc même, ça vaut même pour l'extrême droite, hein. Si vous dites juste, bah, l'extrême droite, ce sont tous des cons, par exemple, bah en fait, vous mettez une étiquette et c'est fini. Vous allez juste renfermer les gens qui sont d'extrême droite et vous risquez en plus juste de créer un clivage qui va créer de l'animosité. Non, il faut en fait justement discuter avec évidemment ceux d'extrême droite et qui sont ouverts, tout comme avec les musulmans qui sont ouverts, tout comme avec les catholiques qui sont ouverts, etc. bien sûr. Et c'est justement par ce processus d'ouverture et de compréhension qu'on combat l'extrémisme, en fait. Vous voyez? Pas en le rejetant. Et je pense honnêtement que justement le fanatisme religieux qu'on a pu voir ces dernières années est dû à ce rejet qu'on a eu et qu'on a fait après le 11 septembre de cette religion. On a vraiment mis une barrière en disant ben non, c'est pas compatible avec nous, plutôt que de se dire bon, il ne représente pas forcément la majorité des croyants, et peut-être qu'en fait on devrait justement au contraire essayer de comprendre, essayer de comprendre cette partie de la population qui semble se sentir délaissée. L'un des objectifs de fixation riche, hélas, de concordance de temps concerne la polygamie supposée des juifs. Est-elle licite aux juifs d'épouser plusieurs femmes? Telle est la première des 12 questions que fait poser l'empereur des Français à une assemblée de notables juifs qu'il instaure par décret en juillet 1806. Cette question en elle-même, écrit Pierre Birnbaum, charrie tout un univers d'associations renvoyant les juifs à leur orientalisme. Elle revêt une importance telle dans l'idée que Napoléon se fait des juifs qu'elle figure étrangement en tête de ce questionnaire destiné à déterminer dans quelle mesure ceux-ci peuvent ou non prétendre à s'intégrer à la nation française. Les juifs étaient de grands commerçants aussi, du coup, puisqu'ils pouvaient faire des échanges d'argent, ils étaient un peu, du coup, partout. Et du coup, comme aussi, c'est ça qui fait aussi qu'ils étaient minoritaires, puisqu'ils étaient dissipés dans le monde, eh bien, ça fait que c'était encore une cible encore plus facile à faire bouc émissaire, hein. Nonobstant de la légende dorée de l'émancipation napoléonienne, le petit caporal s'avère plus proche d'un Bonald que de la générosité ambiguë d'une révolution régénératrice. L'Aigle déclare ainsi, lors d'une séance du Conseil d'État qu'il préside en avril 1806, « La législation est un bouclier que le gouvernement doit porter partout où la propriété publique est attaquée. Le gouvernement français ne peut voir avec indifférence une nation avilie, dégradée, capable de toutes les bassesses, posséder exclusivement les deux beaux départements de l'ancienne Alsace. Il faut considérer les Juifs comme nation et non comme secte. C'est une nation dans la nation. Je voudrais leur ôter, au moins pendant un temps déterminé, le droit de prendre des hypothèques, car il est trop humiliant pour la nation française de se trouver à la merci de la nation la plus vile. Des villages entiers ont été expropriés par les Juifs, ils ont remplacé la féodalité, ce sont de véritables nuées de corbeaux. Vous vous rendez compte, lire ça? C'est quand même très chaud. C'est vraiment tendu, je trouve. C'est vraiment la vision. C'est la vision, mais vous voyez, on la ressent. Le droit de prendre des hypothèques. De prendre des hypothèques parce que, effectivement, ben, en même temps, je sais pas, si ta religion t'interdit de manipuler de l'argent trop conséquent, bah j'ai envie de dire, tant pis pour toi. C'est un peu le gars qui va dire mon principe, c'est de toujours être pauvre. Tu vas pas lui dire, bah écoute, non, sois riche. Non, ben non, ça n'a aucun sens. Et Napoléon d'ajouter, les juifs ne sont pas dans la même catégorie que les protestants et les catholiques, il faut les juger d'après les droits politiques et non d'après le droit civil, puisqu'ils ne sont pas citoyens. Il serait dangereux de laisser tomber des clés de la France, Strasbourg et d'Alsace entre les mains d'une population d'espions qui ne sont point attachés au pays. Et ça fait très peur, hein, population d'espions qui ne sont point attachés au pays, ça fait très fort penser à la Seconde Guerre mondiale. On pourrait leur interdire le commerce en se fondant sur ce qu'ils le souillent par l'usure et annuler leurs transactions passées comme entachées de fraude. Donc voilà, leur faire porter le chapeau sur des trucs qui sont pourtant légaux, quoi. Hein, ça, c'est assez pratique. Quand on est dictateur, on peut dire ce qu'on veut, hein. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les protestants, ils parlent des protestants, ils les mettent au même niveau que les catholiques, alors que pourtant, les protestants ont aussi été chassés, l'Église a aussi essayé de les zigouiller par centaines de milliers, et ça, bah... ce n'est pas resté aujourd'hui, et tant mieux, hein, heureusement, mais enfin... Voilà, enfin bon bref.
Pierre Birnbaum rappelle que l'accusation d'usure est contredite ou relativisée par les préfets qui précisent à quel point des sujets catholiques se livrent massivement à une telle activité dans bien des provinces. Les sornettes judéophobes font néanmoins leur chemin. Dans l'ultime chapitre de son ouvrage, Le prince des antisémites, l'historien et sociologue établit un lien entre Napoléon, celui-ci voyait donc les juifs comme des chenilles, des sauterelles qui ravagent la France, et les considérait non seulement comme une race distincte, mais comme un peuple étranger, et les nationalistes antisémites d'Édouard Drummond à Céline. D'où le haut le cœur intellectuel, moral et politique d'avoir à constater en 2021 à quel point Gérald Darmanin reprend à son compte l'anti-judaïsme impérial et ses clichés. Calquant sur les Français musulmans d'aujourd'hui les mêmes ignorances ou préventions haineuses dont faisait montre voilà 2 siècles Napoléon au sujet des Juifs de France. Comme si au sommet de l'État il n'y avait aucun enseignement ni apprentissage, aucune leçon à tirer du passé, aucun vaccin, aucune cicatrisation, aucun apaisement, la mer, toujours recommencer. Et ici, on a quelqu'un qui avait tweeté, grâce à qui feuillette à la FNAC, on apprend donc que ce gouvernement, que ce grand moment de l'antisémitisme d'État napoléen sert de boussole à notre ministre de l'Intérieur qui affirme dans son dernier livre que la présence de milliers de juifs en France fut une difficulté à gérer. C'est vrai que dire ça, alors qu'aujourd'hui on a du recul sur l'histoire, c'est un peu vénère. Hein. Je ne sais pas si vous en conviendrez. N'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire, évidemment. N'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Personnellement, ça me choque énormément de lire ça de la part d'un ministre de l'Intérieur, en plus, donc qui s'occupe de la police et de la gestion intérieure de l'État. Enfin, voilà. Et c'est... Enfin, c'est juste... en déphasage total avec le monde. Pour moi, en 2021, justement, on devrait... Enfin, le racisme, ça devrait être... Racisme, mais même discrimination, en fait. C'est tellement has-been, en fait. Pour le dire de manière un peu drôle, c'est tellement genre quelque chose de vieux, quoi. Enfin, moi, dans ma tête, quand j'imagine un raciste, je vois le vieux boomer, quoi, au milieu de nulle part, qui vit isolé du monde. Et visiblement, Gérald Darmanin est comme ça. Bon. Voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités. N'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire. Et à bientôt. La bise!